az ő szavaira figyelünk, az ő elméletére, az ő bizonyítékaira, az ő érveire. Je vous remercie pour cette présentation très aimable, très flatteuse. Je dois tout de suite confesser que je suis en fait assez ému d'être à Budapest pour parler, je dirais, de la défaite et de la dislocation du monde occidental, parce que ma carrière d'auteur a commencé, en fait, après un voyage en Hongrie, fait quand j'avais 25 ans. Je suis venu en 1975. J'ai été en contact avec des étudiants hongrois, nous avons discuté, et à l'époque j'ai constaté que le communisme était mort dans les esprits, une sorte de vision intuitive. Les statistiques de l'Institut national d'études démographiques, des données très intéressantes sur la hausse du taux de mortalité infantile en Russie, en Ukraine, dans la partie centrale de l'URSS, et j'ai eu l'intuition de l'effondrement à venir du système soviétique. Vous avez vu tout à l'heure la couverture de mon premier livre. Et tout ça, pour moi, a commencé à Budapest, et comme il a été dit, j'estime avoir une dette envers la Hongrie. Et donc c'est pour moi émouvant et impressionnant d'être dans cette belle salle, après avoir hier rencontré votre Premier ministre, de faire une conférence, alors que je suis arrivé ici il y a un demi-siècle, en train, à l'auberge jeunesse, comme un étudiant misérable, ne sachant pas ce qu'il allait trouver. Alors l'expérience de ce premier livre et de l'effondrement du communisme lui-même m'a rendu prudent. Parce que, bien entendu, la prédiction était correcte. J'étais très sûr de moi. La hausse de la mortalité infantile est un indicateur très très sûr. Mais ensuite, quand 15 ans après à peu près, le système soviétique s'est effondré, je dois admettre avec humilité que je n'ai pas bien compris ce qui se passait. Jamais je n'aurais imaginé les effets dans l'ensemble de la sphère soviétique de cette dislocation. L'adaptation facile des anciennes démocraties populaires ne m'avait pas tellement surpris. Dans mon livre, La chute finale, je notais l'énorme décalage de dynamisme qui existait entre la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie à l'époque, par exemple, et l'Union soviétique proprement dite. Mais par contre, je veux dire, l'effondrement subi par la Russie dans les années 1990 est quelque chose, je dirais, que je n'aurais jamais anticipé. La raison fondamentale de cette incapacité à comprendre ou à anticiper la dislocation de la Russie elle-même, c'est que je n'avais pas compris que le communisme n'était pas simplement une organisation économique pour la Russie, mais que c'était aussi une sorte de religion. C'était le système de croyance qui permettait au système d'exister, et bien entendu la dissolution de cette croyance a représenté quelque chose d'au moins aussi grave que la dislocation du système économique. Je dis tout ça parce que ça a un rapport avec le présent. Je vais parler de deux choses dans mon exposé. Je vais parler de la défaite de l'Occident, une chose pour moi assez technique et pas très difficile, et qui ne m'a pas surpris, que j'ai anticipé, qui pour le moment a déjà eu lieu d'une certaine manière en Ukraine, mais nous sommes maintenant dans la phase suivante, qui est celle de la dislocation de l'Occident, et je dois dire que, comme pour la dislocation du communisme, du système soviétique, je serais tout à fait incapable de comprendre vraiment complètement ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense que l'attitude fondamentale que nous devons avoir maintenant,
est une attitude, je dirais, d'humilité. Tout ce qui se passe, je dirais en particulier depuis l'élection de Donald Trump, me surprend. La violence avec laquelle Donald Trump s'est retourné contre ses alliés ou sujets ukrainiens et européens est pour moi une surprise. Je veux dire, la volonté des Européens à continuer la guerre ou à reprendre la guerre, alors que l'Europe, certainement la région du monde qui aurait le plus intérêt à la paix à la fin de la guerre, pour moi c'est aussi une immense surprise. Et je crois qu'il faut partir de ces surprises pour réfléchir sur ce qui se passe. Alors, je vais d'abord expliquer à quel point pour moi la défaite de l'Occident n'a jamais été un problème, et ensuite j'essayerai de dire ce que sont mes doutes, d'émettre quelques hypothèses, mais je vous prie d'excuser l'absence de certitude. Pour moi, au stade actuel, se présenter comme certain de ce qui va se passer serait purement et simplement un signe de folie mégalomane. Alors, je dois aussi, on a parlé de moi comme chercheur, je pourrais quand même dire quel genre de personne je suis intellectuellement. Je ne suis pas un idéologue. J'ai des idées politiques, je suis un libéral de gauche, ça n'a aucune importance, ça n'est pas le sujet. Je suis ici en tant qu'historien, en tant que prospectiviste, en tant que personne qui cherche à comprendre ce qui se passe. Je veux dire, et je pense être capable, ou j'essaie d'être capable, de déceler des tendances historiques, même si ces tendances me déplaisent. J'essaie d'avoir un rapport extérieur à l'histoire, ça n'est jamais complètement possible, mais c'est ce que j'essaie de faire. Donc je vais d'abord rapidement rappeler les thèses de mon livre, qui sont quand même, qui m'ont donné, je dirais, le plaisir, je dois l'avouer, d'une prédiction réalisée avec une vitesse folle. Je l'ai dit tout à l'heure, pour voir se réaliser ma prédiction sur l'effondrement du système soviétique, j'ai quand même dû attendre 15 ans. Dans le cas de la défaite militaire et économique des États-Unis, de l'Europe et de l'Ukraine face à la Russie, je n'ai eu qu'un an à attendre. Je veux dire, mais ça ne m'a posé aucun problème. Je me souviens très bien, j'ai écrit mon livre pendant l'été 2023, à une époque où sur toutes les chaînes de télévision françaises en tout cas, et sans doute occidentales, les journalistes s'extasiaient de l'intelligence de la contre-offensive ukrainienne organisée par le Pentagone américain, et à l'époque, ça ne gênait pas du tout d'écrire avec une tranquillité d'esprit absolue, la défaite de l'Occident est absolument certaine. Alors pourquoi est-ce que j'avais ce niveau de certitude à l'époque? J'avais ce niveau de certitude parce que, en fait, je travaillais avec un modèle historique déjà complet de la situation. Je savais que la Russie était une puissance stabilisée. J'avais été conscient des difficultés et des souffrances énormes du peuple russe dans les années 90, mais tout au long des années 2000-2020, à une époque où tout le monde expliquait que Vladimir Poutine était un monstre, à l'époque où les gens expliquaient que les Russes étaient soit des êtres soumis, soit des imbéciles, moi j'avais vu se développer, ou apparaître les données qui montraient la stabilisation de la Russie. En France, on avait eu la publication d'un excellent livre d'un auteur qui s'appelle David Turtry. Son livre s'appelle Russie, le retour de la puissance, et dans lequel Turtry, qu'on a vu apparaître tout à l'heure brièvement sur l'écran, dans une discussion que j'ai eue avec lui, montrait la stabilisation de l'économie russe, l'autonomisation du système bancaire russe, la façon dont les Russes avaient réussi à se mettre à l'abri des mesures de rétorsion
dans l'ordre électronique, informatique, toutes ces sanctions que pouvaient prendre les Européens. Il y avait une description extraordinaire du retour de l'efficacité russe dans le domaine, je dirais, de la production agricole, de la production et l'exportation de centrales nucléaires. J'avais une vision, je dirais, raisonnable de la Russie. En plus, j'avais mes propres indicateurs, c'est-à-dire je continue de suivre la mortalité infantile. Cet indicateur qui me permet, je dirais, qui m'avait permis de prédire l'effondrement du système soviétique. Et la mortalité infantile baisse à toute vitesse en Russie. Et en fait, en 2022, et ça reste vrai, la mortalité infantile russe était devenue inférieure à la mortalité infantile américaine. Supérieure. Et en vérité, je suis un peu peiné de le dire, mais je crois que cette année, je vais vérifier, mais la mortalité infantile russe est passée au-dessous du niveau de la mortalité infantile française. Et puis il y avait aussi la baisse du taux de suicide en Russie, la baisse du taux d'homicide. Donc j'avais tous les indicateurs pour percevoir une Russie se stabilisant. Et puis j'avais aussi, je dirais, mon travail d'anthropologue. Ma véritable spécialité, c'est l'analyse des systèmes familiaux très divers dans le passé paysan, et le système et le rapport de ces systèmes familiaux, je dirais, aux formes sociales, à la forme des nations aussi. Et le système familial russe était un système communautaire. Dans la famille paysanne russe, c'était le père, ses fils, des valeurs d'autorité, d'égalité, mais disons quelque chose qui nourrissait un sentiment collectif et un sentiment national très fort. Et donc, je n'avais pas été capable de comprendre la souffrance russe, d'anticiper la souffrance russe dans les années 90, mais par contre, à long terme, grâce à cette analyse d'un système familial spécifique, j'avais été capable d'anticiper la réémergence d'une Russie stable et solide, qui ne serait pas une démocratie occidentale, mais qui serait un système acceptant les règles du marché, mais où l'État resterait fort et où le désir de souveraineté nationale resterait fort. Donc, je n'avais aucun doute sur la solidité de la Russie. Par contre, je voyais l'Occident d'une façon inhabituelle. J'ai travaillé longuement sur les États-Unis et je savais d'avance que l'expansion américaine vers l'Est, l'expansion de l'OTAN vers l'Est, était quelque chose qui avait été produit par, je dirais, l'affaissement du communisme, par la chute temporaire de la Russie, mais que ça ne correspondait pas à une véritable dynamique américaine. Depuis 1965, le niveau éducatif baisse aux États-Unis, et bien entendu, à partir des années 1970, 1980, et plus encore à partir du début des années 2000, le libre-échange, le choix libéral des États-Unis ou de l'Occident avait abouti à la destruction d'une bonne partie de l'appareil industriel américain. Donc je partais avec la vision d'un système occidental en expansion, mais qui perdait, qui implosait en son centre, certaine manière. Et donc, j'avais pu prévoir que l'industrie américaine ne serait pas suffisante pour produire suffisamment d'armement pour les Ukrainiens, pour nourrir leur guerre contre les Russes. Mais au-delà de ça, j'étais tombé sur un indicateur très important qui était la capacité respective, les capacités respectives de la Russie et des États-Unis à produire, éduquer des ingénieurs. Et je m'étais aperçu que la Russie, malgré sa population 2,5 fois plus petite que celle des États-Unis, était capable de produire plus d'ingénieurs et sans doute de techniciens, d'ouvriers qualifiés, que les États-Unis. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, 7% des étudiants font des études d'ingénieurs, alors que la proportion en Russie doit être plus proche de l'ordre de 25%.
Et au-delà de ça, j'étais arrivé à une compréhension, je pense, de la profondeur de la crise américaine. Puisque derrière la capacité à former des ingénieurs, ou en amont de la capacité, il y avait cette chute du niveau éducatif, et en amont de cette chute du niveau éducatif, il y avait l'effondrement de ce qui avait fait la force des États-Unis, c'est-à-dire la tradition éducative protestante. Max Weber avait vu dans l'ascension de l'Occident, Max Weber n'est pas seulement Max Weber, en fait l'ascension du monde protestant. Le monde protestant était très fort sur le plan éducatif, le protestantisme exigeait l'accès des fidèles aux Écritures, et le succès des pays protestants dans la révolution industrielle, le succès de l'Angleterre, le succès de l'Allemagne, qui était un pays aux 2 tiers protestant, et bien entendu le succès des États-Unis, c'était l'ascension des pays protestants. Et dans mon livre, et dans d'autres livres, j'avais une analyse de l'évolution des stades de la religion, du passage d'une éducation, d'une religion active, avec des populations croyantes et pratiquant les valeurs sociales de la religion, à un stade que j'appelle religion zombie, dans lequel la croyance a disparu, mais où les valeurs sociales, la morale, l'intérêt pour l'éducation, dans ce cas-là, subsistent, et puis ensuite un stade zéro de la religion, dans lequel ce n'est pas simplement que la croyance a disparu, mais les valeurs sociales, le potentiel d'encadrement, d'éducation a disparu. Alors, pour les États-Unis, pour accepter l'hypothèse d'une religion zéro, il faut bien comprendre que dans mon esprit, les nouvelles religions américaines, l'évangélisme, les diverses formes nouvelles, ne sont plus la religion d'autrefois, ne sont plus des choses contraignantes et sont devenues tout à fait autre chose. Donc, bien entendu, j'avais la vision de cet Occident. Je n'aime pas parler de décadence, mais des auteurs américains ont parlé de décadence et j'avais toute cette séquence et donc j'étais très sûr de moi. Alors je mettais aussi en évidence, c'est dans la défaite de l'Occident, une interprétation de la violence américaine, de la préférence américaine pour la guerre, pour la violence. On a vu dans toute l'histoire des guerres sans fin américaines, je l'expliquais par ce vide religieux qui nourrissait, je dirais une angoisse et une déification du vide. Donc j'emploie dans mon livre à plusieurs reprises le mot de nihilisme. Le nihilisme, qu'est-ce que c'est le nihilisme? C'est dans une situation de vide, une aspiration à détruire les choses, détruire les individus et même détruire la réalité. Donc derrière les idéologies un peu folles qui sont apparues aux États-Unis et dans une partie du reste de l'Occident, je pense particulièrement aux idéologies de type transgenre, l'idée de changement de sexe possible, je voyais une expression, pas forcément la plus grave, mais une expression de nihilisme, une sorte de pulsion de destruction de la réalité. Donc, je n'ai pas eu de problème pour prédire la défaite américaine. Elle est venue un peu plus vite que prévu. La guerre n'est pas finie. J'évoquerai la possibilité de relance de la guerre quand même, mais il est clair que dans l'administration américaine actuelle, dans l'administration Trump, cette conscience de la défaite est tout à fait aiguë. Et là, je vous invite à essayer de voir les choses un peu à l'envers. Et pour moi-même, je veux dire, je ne peux pas le démontrer, mais c'est ce que je pense profondément, la victoire de Donald Trump aux élections doit être comprise comme une conséquence de la défaite militaire. Là, on est dans ce qu'on va bientôt appeler, ou dans ce qu'on appelle déjà, une révolution Trump, une révolution du Trumpisme. Mais c'est un phénomène historique classique, une révolution qui succède à une défaite militaire. Ça ne veut pas dire que la révolution n'a pas des causes internes aux sociétés, mais ça veut dire que la défaite militaire produit un effet de délégitimation des classes supérieures qui ouvre la voie à un bouleversement politique. Donc
il y a comment dire, les exemples historiques sont extrêmement nombreux. Le plus simple et le plus évident, ben, ça serait les révolutions russes. La révolution russe de 1905 a suivi la défaite devant le Japon. La révolution russe de 1917 a suivi la défaite devant l'Allemagne. La révolution allemande de 1918 a suivi la défaite dans la guerre de 14. Même une révolution comme la Révolution française, qui semble avoir des causes plus endogènes, a suivi finalement de peu d'années la défaite très importante de l'ancien régime français dans la guerre de 7 ans, pendant laquelle la France a perdu l'essentiel de son empire colonial. Et puis, ce n'est même pas la peine d'aller si loin, la chute du communisme a été le produit d'évolutions internes, d'un blocage interne de l'économie soviétique, mais c'est arrivé aussi au terme d'une défaite dans la course aux armements engagée contre les États-Unis et de la défaite d'Afghanistan. Donc on est vraiment dans ce genre de situation, et je pense que si on veut, c'est une hypothèse que je fais, mais si on veut comprendre, je dirais, la violence, le retournement, la multiplicité des actions plus ou moins contradictoires du gouvernement Trump, il faut considérer la victoire de Trump comme un résultat de la défaite. Je suis convaincu que si la guerre avait été gagnée en Ukraine par les États-Unis et par leur armée ukrainienne, les démocrates auraient gagné les élections et on serait dans une autre période historique. Alors, on peut s'amuser, on peut faire d'autres parallèles. On peut dire que maintenant, la guerre n'est pas finie. Évidemment, on pourrait dire que Trump, le dilemme de Trump, c'est le dilemme du fait que c'est quelque chose qui ressemble au dilemme du gouvernement révolutionnaire russe en 1917. On peut dire qu'il y a devant Trump une option menchevique et une option bolchevique. L'option menchevique, c'est on essaie de continuer la guerre quand même avec les alliés européens de l'Ouest. L'option bolchevique, c'est on préfère se consacrer à la révolution intérieure, on veut sauver la révolution intérieure et on essaie d'abandonner le plus rapidement possible la guerre internationale. Si j'étais ironique, je dirais que le choix fondamental pour l'administration de Trump, c'est va-t-on préférer la guerre internationale ou la guerre civile? Alors, cette notion d'une défaite militaire qui ouvre la voie à la révolution nous permet déjà, en première approche, je dirais, de comprendre le décalage qui existe entre les Américains et les Européens. Je crois que les Américains ont compris leur défaite. Les rapports du Pentagone ont compris cette défaite. Le vice-président américain, dans ses discussions avec des responsables politiques occidentaux ou autres, J.D. Vance admet cette défaite. C'est normal, l'Amérique est au cœur de la guerre. C'est le système de renseignement, d'armement américain qui ont nourri la guerre en Ukraine. Les Européens ne sont pas à ce niveau de conscience. Ils ne sont pas à ce niveau de conscience parce qu'ils ont bien entendu participé à la guerre par les sanctions économiques, mais ils n'ont pas été des agents autonomes. Ce ne sont pas eux qui ont vraiment décidé des choses. Et n'ayant pas décidé des choses, n'ayant pas bien compris ce qui se passait d'un bout à l'autre, ils ne sont pas, je dirais, en situation de comprendre aussi facilement l'étendue de la défaite. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, on se trouve dans une situation absurde où des gouvernements européens, je pense aux Anglais et aux Français, qui n'ont pas été capables de gagner la guerre avec les Américains, s'imaginent qu'ils pourraient la gagner sans les Américains. Il y a un élément d'absurdité, mais je crois que c'est parce que, dans leur esprit, les gouvernements européens sont avant la défaite. Et aussi, je pense qu'ils pressentent que la défaite, l'admission de la défaite, produira en Europe, comme aux États-Unis, une délégitimation
des classes supérieures, une délégitimation de ce que j'appelle moi-même les oligarchies occidentales, et que la défaite pourrait, en Europe, comme aux États-Unis, ouvrir la voie à un certain type de processus révolutionnaire. Les forces révolutionnaires, le genre de crise que j'évoque, c'est le résultat d'une contradiction qui existe partout. Dans l'ensemble du monde occidental, on a assisté, des centaines d'auteurs ont écrit sur le sujet, ont écrit sur l'affaiblissement de la démocratie, sur la disparition de la démocratie, sur l'opposition entre les élites et le peuple. Moi, j'ai une explication simple à ce phénomène, c'est que pour moi, l'âge de la démocratie, ça correspondait à une époque où l'ensemble de la population savait lire et écrire, avait atteint le stade de l'alphabétisation de masse, mais où très peu de gens avaient fait des études supérieures. Et donc, en gros, les élites, très peu nombreuses, pour exister socialement, pour exister politiquement, surtout dans un régime de suffrage universel, devaient s'adresser à toute la population. Ce qui est apparu dans l'ensemble du monde développé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le développement de l'éducation secondaire et encore plus supérieure qui a procédé, qui a provoqué une restratification des sociétés avancées. On a vu apparaître partout des masses de gens qui avaient fait des études supérieures. Dans les jeunes générations, dans les pays avancés, ça va être 30, 40, 50% parfois de gens qui ont fait des études supérieures. Alors, ça n'est pas l'effet de l'apparition de cette masse d'éduqués supérieurs, ça n'est pas simplement que ces gens ont fini par se croire vraiment supérieurs, avec une volonté d'échapper à l'égalitarisme démocratique à cause de ça. D'autant plus que maintenant le niveau d'éducation supérieure a tendance à baisser un peu partout. C'est que les gens qui avaient une éducation supérieure ont eu la possibilité de vivre entre eux, de former une société séparée, de penser pouvoir se séparer de l'ensemble de la population, avec cette idée supplémentaire que, à travers tout le monde développé, les gens des catégories supérieures de tel ou tel pays, des États-Unis, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Hongrie sans doute, se sentaient plus proches les uns des autres que de leur propre peuple. Donc l'apparition d'une sorte de monde. Ce que j'essaie d'évoquer, c'est la mondialisation, non pas au niveau de l'économie, mais au niveau, je dirais, d'un rêve culturel. Personnellement, j'ai toujours trouvé ce rêve culturel absurde. J'ai eu l'occasion de fonctionner, on a vu une vision de Cambridge en Angleterre tout à l'heure, où j'ai fait partie des études supérieures. J'ai toujours considéré que les élites des différents pays n'étaient absolument pas semblables les unes aux autres. C'est une farce, l'idée que les gens éduqués supérieurs de tous les pays sont la même chose. Mais, je dirais, c'est un mythe collectif. Et en vérité, quand on analyse le processus de fragmentation des sociétés avancées, les menaces à la démocratie, on trouve toujours la même chose. Les sondeurs d'opinion trouvent toujours la même chose. Ils voient une séparation des catégories éduquées supérieures et des gens qui n'ont eu qu'une instruction primaire ou secondaire. Donc, sous l'électorat de Donald Trump, on va voir l'opposition des éduqués, des très bien éduqués et des moins bien éduqués. Dans l'électorat, si on regarde l'électorat du Rassemblement national en France, on va voir que la meilleure façon de le définir, c'est par sa faible éducation par rapport aux catégories supérieures. On trouvera la même chose pour les Britanniques, enfin les Anglais plutôt, qui ont voté le Brexit. On verra le même genre de structuration pour l'AfD en Allemagne. On verra la même chose pour la base électorale des Sweden Democrats. Je suis désolé, je donne le nom en anglais, je l'ai dit en français, bien suédois. En Suède, il y a quelque chose, je dirais, d'universel dans cette tension interne aux démocraties.
Alors, c'est très important maintenant. On vit un moment tout à fait particulier, c'est-à-dire que je pense que la défaite face à la Russie est un choc de réalité. Dans la toute-puissance de l'idéologie mondialisée, il y avait une énorme dimension de fantasme. Les chiffres de produit intérieur brut étaient des fictions ne révélant pas les capacités productives des divers pays. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation invraisemblable où la Russie, dont le produit intérieur brut était de 3% de celui du monde occidental dans son ensemble, s'est trouvée capable de produire plus de matériel militaire à elle toute seule que l'ensemble du monde occidental. Donc la guerre, la défaite, a été une sorte de, je dirais, de choc de réalité et qui produit tendanciellement, je pense, un effondrement, pas simplement économique, mais, je veux dire, un effondrement de la croyance de l'Occident en sa supériorité. Et donc c'est pour ça qu'on voit s'effondrer simultanément les idéologies sexuelles les plus avancées, la croyance au libre-échange et toutes sortes d'autres croyances. Je pense que le bon concept pour comprendre ce qui se passe, c'est le concept de dislocation. Et quand il y a une révolution, quand un système unifié se disloque, toutes sortes de choses apparaissent dont il est très difficile de dire lesquelles vont être les plus importantes. Il y a une chose au stade actuel quand même dont je suis sûr, c'est que l'actuelle solidarité apparente des populismes, des gens qui contestent l'ordre mondialisé, est un phénomène transitoire. C'est-à-dire que, bien entendu, les gens qui contestent les élites en France, qui contestent les élites en Allemagne, qui contestent les élites en Suède, vont se sentir des sympathies pour l'expérience Trump, mais c'est un phénomène temporaire, c'est lié à la dislocation du système mondial ou mondialisé, parce que la réalité de ce qui se passe, c'est en fait l'idéologie mondialisée, dans sa version américaine comme dans sa version Union européenne, c'était une idéologie qui disait que les peuples n'existaient plus, que les nations n'existaient plus. Et ce qui va réapparaître, c'est les nations, c'est les peuples. Et tous ces peuples sont différents. Et tous ces peuples ont des intérêts nationaux différents. Donc je pense que ce qui est en train d'apparaître est un monde qui est... Je ne pense même pas au monde multipolaire de Vladimir Poutine, qui ne comprend que quelques grands pôles stratégiques. Je pense à des systèmes nationaux, des nations qui ont chacune leur histoire, chacune leur tradition familiale, chacune leur tradition religieuse, ou ce qu'il en reste, et qui vont toutes être différentes. Et donc, on est au stade 1 de la dislocation. La première dislocation, c'est celle qui sépare, c'est la dislocation, ce qu'on va dire, transatlantique, qui sépare les États-Unis des Européens. Mais devant nous, on a la dislocation de l'Union européenne et la réémergence dans tous les pays européens de traditions nationales très différentes, une réapparition des nations. Alors, il est évident qu'à ce stade, ce serait absurde de prendre toutes les nations européennes les unes après les autres et de se mettre à dire eh bien, dans tel pays, je sens que telle chose va apparaître. J'ai été tenté à un moment donné d'opposer une nouvelle solidarité. On sent un peu quand même en géopolitique des pays catholiques de l'Europe du Sud. On sent que les Italiens, les Espagnols, les Portugais ne s'intéressent pas tellement à la guerre d'Ukraine. J'avais senti dans mon livre déjà l'émergence d'un axe protestant ou post-protestant auquel il faudrait, qui irait de l'Amérique jusqu'à deux des pays, jusqu'à l'Estonie et à la Lettonie, les deux pays baltes protestants,
en traversant toute la Scandinavie, auquel il faudrait ajouter la Pologne catholique pour des raisons spécifiques. Bon, tout ça, je peux le faire, mais là, comme j'ai un temps limité et comme nous sommes dans une situation de changement incessant, je veux dire que préparer cette conférence, je l'admets, a été pour moi un cauchemar. Je veux dire, je fais des interviews dans la presse japonaise avec une grande régularité, je fais des conférences en France, mais chaque conférence est différente de la précédente parce que nous avons des éléments nouveaux. Un jour, parce que Trump, le cœur de la révolution, je dirais, est une surprise permanente. J'ai peur qu'il soit une surprise permanente pour lui-même, d'ailleurs, en un certain sens. Donc, ce que je dis aujourd'hui est quelque chose, je dirais, de minimal. Donc, je voudrais, pour essayer de cerner un peu l'avenir, je vais me concentrer sur les trois pays, les trois nations qui me semblent les plus importants pour l'avenir. Donc, je vais reprendre d'abord, je vais parler de la Russie, de l'Allemagne et des États-Unis, de l'expérience Trump, et voir dans quelle direction semblent se diriger ces pays. Alors pour la Russie, c'est comme d'habitude. La Russie, je suis français, je ne parle pas russe. Je suis à peine allé 2 fois en Russie dans les années 90. Mais c'est pour moi le seul pays que je ressens comme complètement prévisible. J'ai l'impression, il y a des moments où si je fais un accès de mégalomanie géopolitique, j'ai l'impression de pouvoir lire dans les cerveaux de Poutine ou de Lavrov, parce que la politique russe me semble fondamentalement rationnelle, cohérente et limitée. En Russie, il y a un impératif de souveraineté nationale. La Russie se sentait menacée par l'avancée de l'OTAN. La Russie a un problème qui est qu'elle ne peut plus négocier avec les Occidentaux, ni avec les Européens, ni avec les Américains, parce qu'elle les considère comme absolument pas fiables dans la négociation d'accords ou de traités. Il y a, et je dirais que Trump, malgré son attitude plus favorable à la Russie, il est clair que Trump est motivé par tellement de phobie, tellement de ressentiment contre les Européens, contre les Noirs aux États-Unis, j'en parlerai un peu, etc., qu'il est clair que la russophobie n'est plus une motivation fondamentale pour Trump. Je dirais, il y a une sorte d'hostilité générale qui pourrait le rendre fermé. Ces changements d'attitude incessants font qu'il est lui-même une caricature d'Amérique du point de vue des Russes. Et donc la seule possibilité pour les Russes, c'est d'aboutir à leurs objectifs militaires sur le terrain, de prendre ce dont ils ont besoin comme territoire pour être en sécurité, et puis de s'arrêter, parce qu'il n'est pas vrai qu'ils veulent ou qu'ils peuvent aller plus loin, mais ensuite de laisser les choses s'arranger et revenir en paix sans tellement de négociations. Bien entendu, la politique de Vladimir Poutine vis-à-vis de Trump est d'une grande élégance. Il ne cherche pas à provoquer, il participe à des négociations. Mais sur le fond, je pense que les objectifs russes, c'est mon opinion personnelle, ça n'est pas dans les textes, mais ça commence à apparaître dans les discussions. Je pense que les Russes ne peuvent même pas s'arrêter aux oblasts qu'ils contrôlent actuellement en Ukraine. Je pense que parce que les attaques de drones navals d'Odessa sur Sébastopol ont montré que la flotte russe n'était pas en sécurité, je pense que dans les objectifs russes, logiquement, je n'ai aucune information personnelle. Aucune information personnelle. Ceci est purement logique et spéculatif, mais pour moi, les Russes arrêteront la guerre quand ils auront pris l'oblast d'Odessa. C'est la prédiction. Peut-être que j'aurai tort, peut-être que je n'aurai pas tort, on verra. La chose qui terrorise dans l'existence, ça n'est pas d'avoir de mauvaises opinions idéologiques. La chose qui me terrorise, c'est de me tromper en tant que prospectiviste.
Donc là, je dirais, je prends un risque, mais tout ça est simple. Il est évident que tous les discours sur la Russie agressant l'Europe sont ridicules. La Russie a 145 millions d'habitants, 17 millions de kilomètres carrés. Elle est profondément heureuse de ne plus avoir à gérer les Polonais. Personnellement, ça c'est une préférence. J'espère que Vladimir Poutine aura l'intelligence de ne même pas toucher aux pays baltes pour montrer aux Européens à quel point ils sont absurdes dans leur idée que la Russie est une puissance menaçante. J'en viens maintenant à l'Allemagne, qui est en fait pour moi la plus grande inconnue dans le système international, dans le système géopolitique, et pour ce qui concerne l'issue de la guerre. Alors, en parlant d'Allemagne, je sors de la mythologie européenne. Parce que quand on parle du néo-bellicisme européen, on parle de l'Europe entière qui veut se concerter, s'organiser pour continuer la guerre contre les Russes. Mais les Anglais n'ont plus d'armée, les Français ont une toute petite armée, ni les Français ni les Anglais n'ont une industrie puissante, les capacités de guerre françaises ou britanniques sont, je dirais, quantitativement ridicules. Si on descend au stade des nations, on voit qu'il y a une nation, un pays qui peut faire quelque chose, dont la mobilisation industrielle pourrait introduire un élément nouveau dans la guerre, et c'est bien entendu l'industrie allemande. Et l'industrie allemande, ça n'est pas que l'Allemagne, c'est l'Allemagne plus la partie complètement intégrée de l'Autriche et de la Suisse alémanique. C'est la réorganisation par l'Allemagne de l'industrie dans l'ensemble des anciennes démocraties populaires. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très menaçant parce que je décris souvent l'Allemagne, je ne crois pas du tout l'Allemagne fondamentalement belliciste. Je crois vraiment que les Allemands se sont débarrassés de leur armée. Il y a une aspiration à la puissance économique qui reste en Allemagne. Ils nourrissent par une immigration extrêmement abondante quelquefois au-delà du raisonnable. Mais je dirais que la vraie menace pour moi, c'est que l'Allemagne a trouvé son identité, sa nouvelle identité d'après-guerre, comme une sorte de société de machine pour le seul objectif est l'efficacité économique. Je veux dire, équilibrer, être efficace économiquement, assurer un bon niveau de vie à la population, exporter, bien fonctionner, c'est ça les principes directeurs de l'histoire allemande depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis quelque temps, alors évidemment, l'Europe et l'économie allemande sont celles qui souffrent le plus des sanctions qui étaient censées détruire la Russie. Et je vois de plus en plus apparaître en Allemagne l'idée qu'une économie de guerre, le réarmement, serait une solution technique pour l'industrie allemande. Et donc je suis tout à fait capable d'imaginer une Allemagne qui réarme pour résoudre un problème économique. Pas du tout pour une raison de réelle agressivité. Mais le problème à long terme, c'est que autant l'industrie militaire américaine n'est plus une menace pour les Russes, adossée aux Chinois, ils peuvent faire face, ils ne sont pas menacés vraiment, les Américains ont perdu, les rapports du Pentagone l'admettent, autant une mobilisation pour l'armement de l'industrie allemande serait un problème pour les Russes. Ça poserait un problème et cette menace industrielle militaire allemande, si elle se manifestait, pourrait conduire les Russes à appliquer leur nouvelle doctrine militaire. La Russie a toujours été très claire, et je dis toujours en France, dans une occasion, j'espère que nos dirigeants sont au courant, les Russes savent qu'ils sont moins puissants que l'Occident, que l'OTAN, à cause de leur faible population, et ils ont toujours dit que si l'État russe était menacé, ils se réservaient le droit d'opérer des frappes nucléaires tactiques pour supprimer la menace. Je le dis, je le répète, parce que je ne peux pas dire que c'est partout comme ça,
je sais qu'en France, les journalistes parlent de ce discours russe comme des vantardises, comme des menaces en l'air. Mais l'une des particularités des Russes, c'est qu'ils font ce qu'ils annoncent. Et donc, en un certain sens, l'irruption de l'Allemagne comme un acteur, je dirais, majeur sur le plan industriel militaire, serait la menace pour l'Europe d'un dérapage vraiment dramatique et complet. Et donc pour moi, c'est l'élément d'incertitude le plus grand dans la situation actuelle, qui s'ajoute une sorte d'inquiétude personnelle. L'Allemagne a le choix entre la paix et la guerre, et je n'ai pas souvenir en tant qu'historien de l'Allemagne faisant bon choix. Mais c'est une remarque personnelle. J'en viens maintenant, je dirais, à ce qui reste pour moi le sujet le plus important, c'est l'expérience Trump. L'expérience Trump, c'est quelque chose de fascinant, et je tiens tout de suite à préciser que je ne fais pas partie de ces élites occidentales qui méprisent Trump, qui trouvaient Trump impossible lorsqu'il a été élu la première fois en 2016. J'en faisais des conférences où je disais que la vision des souffrances du cœur de l'Amérique, des régions industrielles dévastées, avec l'augmentation des taux de suicide, les consommations d'opioïdes, que c'était Trump qui avait la vision correcte des souffrances de l'Amérique, détruite par ses possessions impériales, un peu d'ailleurs comme la Russie était plus en difficulté en son centre à la fin du système soviétique que sur sa périphérie. Donc j'ai toujours trouvé qu'il y avait dans le Trumpisme un diagnostic et des éléments raisonnables. Je vais rappeler les principaux. Je considère par exemple que le protectionnisme, l'idée de protéger l'industrie américaine, de la reconstruire, est une bonne idée. J'ai eu l'occasion, il y a 4 ans, de faire un livre, un compte-rendu très favorable sur un livre d'un intellectuel américain qui s'appelle Oren Cass, un livre qui s'appelle The Once and Future World, que je décrivais comme la version civilisée et élégante du Trumpisme, qui est partisan, sans dire, d'une certaine forme de protectionnisme. C'est un type dont on voit le nom actuellement. Pour moi, c'est un type tout à fait estimable et intéressant, beaucoup plus estimable et intéressant que la plupart des intellectuels ou hommes politiques français. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas une attitude hostile. De même, je considère que le contrôle de l'immigration que veut Trump, même s'il l'exprime d'une façon trop violente, est quelque chose de légitime. Et pour terminer sur une note positive gay, sans mauvais jeu de mots, je dirais que cette idée qu'a Trump qu'il n'y a que 2 sexes dans l'espèce humaine, les hommes et les femmes, me paraît une idée tout à fait raisonnable, personnellement, partagée par l'humanité depuis ses débuts, à l'exception de quelques cultures récemment dans le monde occidental. Ça, c'est pour la partie positive. Mais maintenant, je vais essayer de dire rapidement, ça sera sans doute ma conclusion, je pourrais bien aller plus loin, que je ne crois pas que l'expérience Trump a réussi. Et je pense même que dans l'expérience Trump se mêlent des dimensions raisonnables et positives et des éléments de ce nihilisme que j'avais déjà senti dans l'administration Biden. Ça ne va pas être les mêmes éléments de nihilisme, mais ça va être d'autres tendances, impulsions, d'autodestruction sans but, je dirais, sans but, et trouvant leur source dans un désarroi très profond de la société américaine. Je ne pense pas, par exemple, que la politique protectionniste de Trump soit vraiment pensée. Je ne suis pas choqué par l'idée d'élever brutalement les droits de douane de 25%. On pourrait appeler ça une thérapie de choc. Si on veut sortir du monde globalisé, on est forcé de le faire violemment. Mais ça n'a pas été pensé, les secteurs n'ont pas été pensés
Et il m'arrive de me demander si cette élévation des tarifs, est-ce que c'est un projet positif ou est-ce que c'est une volonté de tout casser qui irait bien dans un projet nihiliste. Une politique protectionniste, moi j'ai travaillé sur le protectionnisme, j'ai fait rééditer en France le classique du protectionnisme, le système national d'économie politique de Friedrich List, un très grand auteur allemand de la première moitié du XIXe siècle. Pour être sur des protectionnistes, il faut aussi donner un rôle à l'État dans l'aide au redéveloppement des industries qu'on veut lancer ou relancer. Mais dans la politique de Trump, il y a une attaque contre l'État fédéral, une attaque contre les investissements fédéraux, je veux dire, qui vont contre l'idée d'un protectionnisme, je dirais, efficace ou intelligent. Et d'ailleurs, quand les gens parlent de la lutte contre l'État fédéral, quand je vois Elon Musk vouloir purger l'État fédéral, je ne vois pas des choses qui sont fondamentalement économiques. Quand on réfléchit sur les États-Unis, sur les passions américaines, quand on ne comprend pas ce qui se passe aux États-Unis, il faut toujours penser à la question raciale. La question raciale, l'obsession des Noirs et la lutte contre l'État fédéral aux États-Unis, ça n'est pas une politique économique, c'est la lutte contre les politiques dites DIE, je veux dire diversité, inclusion, égalité. C'est une lutte contre les Noirs. Renvoyer des agents fédéraux, c'est renvoyer, je veux dire, un nombre, je dirais, proportionnellement plus important de Noirs. L'État fédéral protégeait les Noirs, il leur assurait des emplois. Il y a une tentative de destruction des classes moyennes noires. Au-delà de ça, je crois que l'un des problèmes auxquels se heurte le protectionnisme de Trump et sa tentative de recentrage national, c'est l'absence aux États-Unis d'une nation au sens où on l'entend en Europe. Alors ça, c'est un sujet qu'il est très facile d'aborder à Budapest. S'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'une nation, ce sont bien les Hongrois. Il n'y a pas de problème. Le sentiment national hongrois est ce que j'ai pu observer, je dirais, le plus clair et net en Europe, et on le sent aujourd'hui dans la politique très indépendante vis-à-vis de l'Union européenne du gouvernement hongrois. Mais même les Français, avec leurs élites, qui pensent être des élites mondiales désincarnées, les Français, à leur manière, sont une nation, comment dire, ethnique. Il y a une façon d'être français qui remonte à des centaines ou des milliers d'années. C'est la même chose pour les Allemands, c'est la même chose pour chacun des peuples scandinaves. Donc il y a une sorte de profondeur historique et de mœurs dans les nations européennes qui font que ce sont, je dirais, des nations qui peuvent réapparaître. L'Amérique est différente. L'Amérique était une nation civique. Il y a eu un noyau central dirigeant qui va donner sa cohérence, qui était le noyau des WASP, c'est-à-dire des White Anglo-Saxon Protestants, qui, même quand il n'était plus majoritaire, dirigeait le pays. Et l'un des traits caractéristiques, je dirais, des 30 ou 40 dernières années, c'est la disparition de ce noyau central et la transformation de l'Amérique, je dirais, en une société potentiellement très fragmentée. Donc, je vais terminer aussi sur une chose. Et donc, la ressource, moi je pense que la nation dans le monde qui s'annonce, qui est un monde en fragmentation, je pense que le sentiment d'appartenir à une nation, le sentiment d'appartenir à un peuple, en un sens paisible, je me décris moi-même comme un patriote paisible, et pas du tout agressif. Mais le patriotisme, ancré dans l'histoire, est une ressource économique. Les sociétés qui ont des difficultés ont pour ressource fondamentale le fait de pouvoir se retrouver dans leur unité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est évidemment accessible aux Hongrois, évidemment accessible aux Allemands, évidemment accessible aux Français, mais je ne suis pas certain que l'Amérique
les États-Unis aient cette possibilité. Alors, je terminerai sur quelque chose de moins métaphysique, peut-être, de moins anthropologique, des capacités de production. C'est-à-dire, si on veut reconstruire une industrie derrière des barrières tarifaires, il faut être capable de construire des machines-outils. Les machines-outils, c'est la fabrication, c'est l'industrie de l'industrie. Et maintenant, on parle vraiment de machines-outils, on va parler de robots industriels. Mais pour l'Amérique, je crois, c'est trop tard. En 2018, déjà, 25% des machines-outils étaient produites par la Chine, 21% par le monde germanique au sens large, c'est-à-dire Allemagne, Suisse alémanique, Autriche, 26% par le bloc est-asiatique, c'est-à-dire par le Japon, par la Corée et Taïwan, et les États-Unis, pour la production de machines-outils, étaient au niveau de l'Italie avec 7%. Je ne suis pas en train de faire de l'anti-américanisme primaire, la France est encore plus bas. Donc je ne saurais pas dire quel sera le destin de la France dans cette situation. Donc je pense que c'est un peu tard, et si je devais faire un pari sur l'expérience Trump, bon, il y a tout de suite on peut imaginer l'Amérique se relançant dans la guerre parce que l'Allemagne semble prête à assurer sa part de la fabrication de biens militaires et parce que les Russes apparaissent trop intraitables. Je pense personnellement que la volonté de sortir de la guerre est sincère chez Trump. Je pense que Trump préfère la guerre civile à la guerre internationale, si c'était son choix, mais je ne pense pas que l'Amérique ait les ressources pour revenir comme une puissance industrielle normale. L'Amérique a été un empire. Toute la production industrielle importante est sur la périphérie de l'empire. Elle est en Asie orientale, elle est en Allemagne et en Europe de l'Est. Le cœur industriel de l'Amérique est vidé, et je ne pense pas qu'avec le peu d'ingénieurs qu'elle fabrique, avec le peu de machines-outils que l'Amérique produit, elle puisse se relever. Je vois que j'ai dépassé mon temps de 25 secondes, mais je voudrais juste dire un mot terminal qui est pour moi très important et qui correspond à une véritable angoisse personnelle. Quelque chose que je ne peux pas justifier, mais quelque chose qui me préoccupe, qui me hante, en fait, une sorte de menace. Je veux dire, je pense que c'est la deuxième fois, l'Amérique était la partie la plus avancée du monde. J'en suis très conscient. Ma mère, la famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Moi, je parle d'un point de vue pro-américain. L'Amérique, c'est le pays de la sécurité pour ma famille, parce que cette partie de la famille était d'origine juive. Et même le père de mon père a fini citoyen américain. Lui était un juif viennois, et c'est lui dont le père était un juif de Budapest. Vous voyez, donc j'ai une vision de l'Amérique comme une zone de sécurité à l'origine. Et c'était le sommet de la civilisation, et je vois s'effondrer ce sommet de la civilisation. Je veux reproduire des phénomènes d'une brutalité et d'une vulgarité que j'ai du mal à accepter en tant qu'enfant bien élevé de la bourgeoisie parisienne. Je pense à son show devant Zelensky, et je vois une chute, mais c'est la deuxième fois que le monde occidental vit la chute du plus avancé de ces pays. C'est arrivé en Allemagne. L'Allemagne, du début du XXe siècle jusqu'à l'ascension du nazisme, et malgré la défaite de la guerre de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était le pays, la civilisation la plus avancée du monde occidental. Les universités allemandes étaient à la pointe de toutes les recherches. Et nous avons vu s'effondrer l'Allemagne. Et l'une des choses qui ont fait qu'on n'a pas été capable d'empêcher les horreurs qui ont suivi le nazisme, c'est que l'Allemagne a produit des choses inimaginables parce qu'elle était au départ le pays le plus civilisé. Et ma vraie crainte actuellement, au-delà de tous les éléments rationnels, et j'admets que je n'ai aucune preuve,
je veux dire, j'ai dit qu'il fallait être humble, et tout ce que j'ai dit sera peut-être faux, j'allais dire dans 2 mois, mais peut-être dans 1 semaine, je ne sais pas, on prend de responsabilité. Mais ma peur actuelle, c'est que là, les États-Unis soient sur le point de produire des choses inimaginables pour nous, et qui sont des menaces terribles, et qui sont des menaces parce qu'on n'est pas capable de les imaginer. Je vous remercie.